Antenne 2. À la une ce soir, la Pologne en état de crise. Depuis ce matin, les chantiers navals de Gdansk se sont joints à la grève. Le slogan est simple, pas de liberté sans solidarité. Alors au-delà des images qui nous arrivent toutes les heures de Pologne, nous vous expliquerons pourquoi, depuis 1980, le pays est vraiment tiraillé entre le compromis et la révolte. En attendant, voici comme chaque soir les autres grands titres du journal. Le climat social s'alourdit. La régie Renault vient de refuser la réintégration de 24 militants CGT. Henri Krasuki réagit durement devant les caméras d'Antenne 2. Pour lui, la responsabilité du gouvernement est engagée. Irlande du Nord, 48 heures après le nouvel attentat de l'IRA, Madame Thatcher a déclaré tout à l'heure qu'aucune option n'était exclue pour lutter contre le terrorisme. Au Népal et en Inde, bilan d'une catastrophe. Le séisme d'hier matin aurait fait plus de 800 morts et 10 000 blessés. Il y aurait 50 000 sans-abri. La solidarité internationale s'organise. Sport, le président de la Fédération française de football répondra en direct à nos questions. Monsieur Fournet-Fayard nous dira comment il compte réagir aux propos d'Éric Cantona. Je vous rappelle que la vedette de l'OM s'en est pris violemment au sélectionneur national, en le traitant notamment d'incapable. L'épreuve de force en Pologne. Après les mineurs de Haute-Silésie, les chantiers navals de Gdansk sont en grève donc depuis ce matin. Grève symbole dans une ville qui demeure, vous le savez, le bastion de l'opposition la plus radicale au pouvoir du général Jaruzelski. Ce soir, alors que les unités anti-émeutes polonaises ont pris position autour des chantiers navals, on a vraiment l'impression une fois de plus que le pouvoir et les dirigeants de l'opposition se trouvent débordés par la base. Au-delà des grèves, des ultimatums et des intimidations policières, le comité de grève annonce qu'il poursuivra son action jusqu'à la victoire finale. Martine Laroche-Joubert. L'arme de la grève contre l'inertie du pouvoir, avec une fois de plus la même question, jusqu'où tiendront-ils? Mais cette fois-ci, leur défi paraît solide. Mineurs, dockers, ouvriers, ils seraient plus de 70 000 en arrêt de travail aujourd'hui, avec une unique revendication, le pluralisme syndical, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de solidarité. Les augmentations salariales, elles passent au second plan, d'où l'immobilisme du pouvoir qui jusqu'à présent avait désamorcé les grèves par des hausses de salaire, un pouvoir qui hésite sur la tactique à suivre, l'armée a quitté les abords de plusieurs chantiers, restent les homos, les forces anti-émeutes, dont la présence, tout au moins sur les images que nous recevons, paraît plutôt discrète. L'Église tente de jouer un rôle d'intermédiaire, difficile, car c'est le silence des autorités qui accroît la tension et provoque même l'hypothèse d'un nouvel état de siège. Aujourd'hui, la proclamation de l'état de siège à nouveau en Pologne signifierait la faillite totale du régime du général Jaruzelski. L'effet ne serait plus du tout le même qu'en 1981, ce serait la fin du règne de l'équipe au pouvoir. Le fait le plus important aujourd'hui, c'est la participation des mineurs au mouvement de grève. Ils y participent très rarement, mais sont connus pourtant pour leur très grande détermination. Les grèves en ce moment sont très dures, et les ouvriers, cette fois-ci, ne céderont pas facilement. Nous venons d'apprendre que les Polonais attendent en ce moment même une déclaration du ministre de l'Intérieur qui en 1981 avait mis en œuvre l'état de guerre. Le moment est peut-être au basculement d'un côté comme de l'autre. La nouvelle épreuve de force entre le gouvernement polonais et les responsables de Solidarnosc survient 8 ans, presque jour pour jour, après les grandes grèves de 1980 à Gdansk, des grèves qui avaient conduit à la création du syndicat Solidarnosc. Depuis cette date, la Pologne est tiraillée entre le compromis et la révolte, je le disais tout à l'heure. Les événements enregistrés récemment nous aident à mieux comprendre l'escalade de la tension et surtout l'impasse dans laquelle se trouve actuellement le régime polonais. Explication de Jacques Merlino. Varsovie, en novembre dernier, nous sommes à 2 jours du référendum décidé par le général Jaruzelski. Les murs se couvrent d'affiches appelant la population à dire oui aux réformes timides proposées par le pouvoir. Le pays est calme, désabusé, fatigué par des années de crise et l'absence de perspective. Le référendum se heurte à un désintérêt général.
que ça ne m'intéresse pas. Je vois pas, je crois que ça ne va pas apporter grand-chose. De toute façon, puisque le gouvernement a déjà prévu le pourcentage de personnes qui vont y aller aussi bien que les résultats, je crois que ça ne vaut plus la peine de donner notre voix parce que ça ne compte pas. Jaruzelski fait tout pour convaincre, s'efforce de changer d'image, apparaît à la télévision entouré de jeunes, mais rien n'y fait. Surprise, pour la première fois dans un pays communiste, le pouvoir est désavoué par les électeurs, les non et les abstentionnistes l'emportent, le référendum est rejeté. L'hiver passe, tout le monde a perdu, Jaruzelski n'a pu faire passer sa réforme, Solidarność, surpris par l'échec du référendum, est à court de contre-propositions. Devant les magasins, toujours les files d'attente et phénomène nouveau, l'apparition d'une extrême pauvreté. Les Polonais sont de plus en plus nombreux à se transformer en clochards et l'on voit même en plein Varsovie une disciple de sœur Teresa ouvrir un hospice pour nécessiteux. Je cherche du travail. Avant, je travaillais chez un type dans le privé, mais il a fait faillite. Alors je n'ai plus rien. Maintenant, il n'y a qu'ici où on s'occupe de moi. L'opposition tourne à vide, sans mot d'ordre, sans stratégie, et la population désemparée ne trouve pour s'exprimer d'autre lieu que l'église. Et bien souvent, le dimanche soir, dans la capitale polonaise, la messe pour la patrie se termine en manifestation spontanée, vite réprimée par la police. Les jeunes de leur côté ne croient plus en rien et l'on peut rencontrer en plein cœur de Varsovie des filles et des garçons qui se saoulent à la bière en se moquant de tout. Lui parle français, il a vécu 10 ans avec son père en Afrique. Moi par exemple, je sais pas, je tolère pas le... je tolère pas le socialisme par exemple, hein. Je n'aime pas, hein, parce que je trouve que... Enfin, je suis seul et je tolère pas. Par exemple, moi j'ai envie de partir à l'ouest. 1er février, 1er mars, 1er avril, en 3 rafales de hausse décidées par le gouvernement, les prix sont multipliés par 2, 3 ou 4. L'économie devient folle, le marché noir devient la règle. Ici c'est marché noir, non? Comme d'État. Ici, c'est marché noir. Ici c'est marché noir. C'est marché noir officiel. Hein. C'est pas normal. 13 juillet 1988, la Pologne accueille Gorbatchev. La population pleine d'espoir retient son souffle, mais la déception est terrible. Le pouvoir ne lâche rien. La perestroïka ne passera pas la frontière. Les prémices de la crise sont en place. Voilà, on attend, je vous le rappelle, une déclaration imminente à la télévision polonaise du ministre de l'Intérieur polonais. Nous y reviendrons vraisemblablement dans le courant de cette édition. La quête de la liberté au quotidien, c'est aussi ce soir une image qui nous parvient de Berlin. 4 hommes et une femme, vous allez les voir, viennent de passer à l'ouest. Leur fuite est à la fois synonyme de détresse et de beaucoup de détermination. Pour la première fois, une caméra a pu saisir la scène. Regardez. 3 hommes et une femme ont réussi à fuir l'Allemagne de l'Est en franchissant à la nage la Spree, la rivière qui passe à Berlin. C'est la rive à l'ouest qui constitue la ligne de démarcation entre les 2 secteurs de la ville. La rivière elle-même est sur le territoire de Berlin-Est et les réfugiés ont d'ailleurs échappé de peu à une vedette est-allemande qui patrouillait cet endroit où les 2 rives sont distantes de 80 mètres. Conséquence de la nouvelle politique en URSS, Erich Honecker, le numéro 1 est-allemand, a fait retirer de la frontière les systèmes de tirs automatiques. Les gardes frontières ont même reçu l'ordre, pour certaines périodes, de ne pas tirer sur les fugitifs. Mais on est encore loin d'envisager la destruction du mur de Berlin, construit il y a 27 ans. Les 4 fugitifs de dimanche sont sortis indemnes de leur traversée, à l'exception de la jeune femme blessée à la cheville. En France, l'amnistie sur la sellette. On a appris cet après-midi que la direction de la Régie Renault refusait la réintégration de 24 militants CGT. Parmi eux figurent les 10 militants licenciés à l'usine de Boulogne-Billancourt dans la région parisienne. La direction motive son refus par le fait que les 10 salariés ont été licenciés pour raisons économiques. Fin de citation. Dès cet après-midi, vive réaction de la CGT. La centrale d'Henri Krasuki affirme que la responsabilité du gouvernement est directement engagée. Nous plaçons le gouvernement devant ses responsabilités, comme je l'ai dit il y a un instant. Tenter d'intimider le monde du travail en ce moment, en n'appliquant pas, comme il se doit,
l'amnistie et en ne réparant pas les préjudices causés aux droits syndicaux, eh bien, c'est aboutir à un regain plus intense encore des luttes sociales tous azimuts. Gérard Leclerc, alors on a l'impression que le ton monte, on vient d'entendre Krasuki pour la CGT, mais il y a aussi FO, il y a également le CNPF qui s'attendent à une rentrée agitée. Est-ce que l'automne sera chaud pour employer une terminologie syndicale? Oui, vous l'avez dit, vous savez, c'est un peu une tradition. Chaque année, les météorologues sociaux annoncent un automne chaud et des orages sociaux qui en fait n'éclatent pas. Durant l'été, la CGT s'est efforcée de maintenir la pression autour des mineurs de Gardanne ou des 10 licenciés de Billancourt. Dans un autre registre, André Bergeron est d'accord avec le patronat pour pronostiquer une rentrée plus difficile, plus turbulente qu'à l'ordinaire. D'ailleurs, après quelques années de calme plat lié à la crise, le nombre des conflits a sensiblement augmenté au premier semestre. Dans les prochaines semaines, la contestation pourrait surfer sur quelques déferlantes. L'emploi qui se détériore, le refus de l'amnistie pour des syndicalistes licenciés, véritable cheval de bataille pour la CGT, on vient de le voir, et puis surtout le pouvoir d'achat. Pour Force ouvrière, la revalorisation des salaires après plusieurs années de stagnation est un problème majeur au moment où les entreprises annoncent de bons résultats. Paul Markelly, le président de l'encadrement CGC, réclame des négociations par branche professionnelle, et voilà que même le ministre Pierre Bérégovoy admet qu'il existe un problème qu'il faut en discuter. Le gouvernement va montrer l'exemple en rouvrant des négociations avec les fonctionnaires et en lâchant au besoin un petit quelque chose pour compenser l'inflation plus forte que prévu. Nombre d'entreprises ont aussi pris les devants en accordant discrètement quelques coups de pouce et en freinant l'individualisation des salaires. Mais la marge de manœuvre est étroite. Un dérapage des salaires remettrait en cause la lutte contre l'inflation, plus que jamais priorité du ministre de l'économie qui en appelle donc à la responsabilité des partenaires sociaux. Alors l'actualité sociale, c'est aussi la traditionnelle interview d'Edmond Maire dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Chaque année, le numéro 1 de la CFDT fait un petit exercice de style. Il choisit un thème. Cette année, c'était l'Europe. Absolument, l'an dernier, c'est la formation. Cette année, c'est donc l'Europe, le devoir de vacances d'Edmond Maire. C'est l'Europe et son absence de contenu social qui risque de la rendre impopulaire auprès des salariés. Le secrétaire général de la CFDT fustige le CNPF qui refuse toute harmonisation sociale européenne, alors qu'il faudrait au contraire, selon lui, multiplier les conventions collectives européennes et rapprocher les différentes politiques de l'emploi. Des préoccupations qu'il faut noter sont très proches de celles qu'exprimait André Bergeron dans le même journal Le Monde il y a quelques jours, vendredi exactement. Merci Gérard. Dernier bilan d'une catastrophe au Népal et en Inde. Le séisme qui a touché cette partie du monde hier matin aurait fait entre 650 et 1000 morts. Les équipes médicales se relaient, notamment au Népal où se trouve l'épicentre de la catastrophe. Les blessés se comptent par dizaines de milliers. Pascal Deschamps. L'Inde et le Népal n'en finissent pas de pleurer leurs morts. Personne ce soir ne se risque encore à dresser le bilan des 2 violentes secousses d'hier matin. La terre n'aura tremblé que 40 secondes, 40 petites secondes, et déjà on parle de 1000 morts. Et le nombre des victimes s'alourdit d'heure en heure, tandis que l'armée, la police et des centaines de volontaires fouillent les décombres dans l'espoir de plus en plus mince de retrouver des survivants. Cet après-midi, Rajiv Gandhi, le Premier ministre indien, s'est rendu dans l'état de Bihar, la région sinistrée à l'est du pays. Il a promis une aide de $400 aux familles des victimes, mais les besoins sont considérables. Il y a ce soir des dizaines de milliers de blessés et de sans-abri. Les hôpitaux sont débordés, les médecins manquent de tout, de sang et de médicaments. Désormais, les sinistrés des 2 côtés de la frontière attendent l'aide du monde entier. Oui, on vient d'apprendre qu'un médecin français vient d'être dépêché sur place afin d'évaluer les modalités de l'aide apportée par notre pays. Si vous désirez vous aussi envoyer des dons, voici 2 numéros de compte chèques postaux, celui du Secours catholique et celui d'Action d'urgence internationale. Pour le Secours catholique, compte chèque postal 737 G Paris en mentionnant Inde, 737 G Paris en mentionnant Inde. Et pour Action d'urgence internationale, compte chèque postal 15 820 17 P Paris. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de noter. Les autres télégrammes d'actualité avec Alain Doubeski. Ensuite, nous nous arrêterons quelques minutes en Irlande du Nord. Je vous rappelle que ce week-end, malheureusement, 8 soldats britanniques ont trouvé la mort dans un attentat revendiqué par l'IRA. Situation dramatique au Burundi. 5 000 morts, 25 000 morts, les chiffres divergent complètement quant au nombre des tués lors des affrontements qui opposent 2 ethnies, les Tutsis et les Hutus. Une guerre d'un autre âge, les belligérants armés de lances, de machettes et de gourdins s'entretuent au nom de vieilles rancunes qui datent de l'indépendance en 1962. Khartoum, presque submergé par les eaux la nuit dernière, le Nil a atteint son niveau le plus élevé depuis 1946.
1,5 million de Soudanais sont victimes des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis 3 semaines. L'aide internationale continue de parvenir au Soudan. 216 avions au total seraient arrivés à Khartoum. Hier soir, dans les rues de la capitale tchèque, la manifestation marquant le 20e anniversaire du printemps de Prague a peu à peu attiré les sympathisants et rassemblé des milliers de manifestants. 77 personnes ont été interpellées par la police. C'est la télévision tchécoslovaque qui nous a fait parvenir ces images. En Irlande du Nord, 48 heures après l'attentat qui a coûté la vie à 8 militaires anglais, Londres semble impuissant face à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. De plus en plus, des voix s'élèvent pour réclamer le retour de la procédure d'internement, une procédure qui permettrait aux forces de l'ordre d'arrêter certains suspects. Pour l'instant, Mme Thatcher n'a pas pris position, mais elle a déclaré tout à l'heure, on vient de l'apprendre par une dépêche, qu'aucune option n'était exclue pour lutter contre le terrorisme. Hier soir, dans le journal de 20 h, nous vous avons présenté l'image d'une armée britannique véritablement coincée entre les communautés catholiques et protestantes. Ce soir, gros plan sur une communauté protestante qui représente 2/3 de la population. Reportage Jean-Marc Ilouz et Philippe Peter pour les images. Bien sûr que c'est important de se souvenir du roi William quand on est protestant. Quand les protestants de Londonderry mettent leur chapeau melon pour saluer la mémoire du bon roi William, il ne s'agit pas pour eux de folklore. Et chaque année, ils défilent pour glorifier la résistance héroïque des 13 jeunes apprentis qui empêchèrent leur citadelle de tomber aux mains du méchant roi d'Écosse, un catholique. C'était en 1690, et si aujourd'hui cette image reste gravée dans la mémoire de chaque protestant de Londonderry à Belfast, c'est qu'en Irlande du Nord, on confond volontiers histoire et actualité. Aujourd'hui comme hier, la communauté protestante de Londonderry a le dos au mur. Nous défilons surtout pour montrer à tous que nous défendrons toujours notre foi, notre culture, notre héritage protestant, et cela, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, l'allusion est transparente, du moins pour un protestant. 2 fois plus nombreux que les catholiques en Irlande du Nord, les protestants sont pourtant minoritaires à Londonderry, exactement comme ils pourraient le devenir demain dans une Irlande réunifiée, donc à majorité catholique. L'Irlande du Sud aimerait bien nous avaler, dit ce jeune fonctionnaire. Il faut lui montrer que nous restons fidèles à nos traditions protestantes. Son de cloche identique chez grand-père. Ce technicien dans un laboratoire, lui, craint par-dessus tout l'église de Rome, l'église de l'Antéchrist, dit-il. Elle dirige le monde. Ici, nous n'accepterons jamais de nous y soumettre. Mais en dépit de la profondeur du sentiment religieux, en Irlande du Nord, le nœud du problème est politique. Le refus, par la majorité protestante, modérée compris, de tout statut d'égalité avec les catholiques. Explication, les protestants détiennent la plupart des pouvoirs en matière d'économie, de police et de justice. Héritiers des colons britanniques, ils tiennent à le rester et ils prieront encore et encore pour la reine et pour la couronne. 1690-1988, comme chaque année depuis près de 3 siècles, les protestants de Londonderry auront donc répété non seulement aux catholiques, mais aussi au gouvernement de Londres qu'ils ne négocieront jamais leur identité. Voilà, demain soir, nous essaierons de vous présenter un nouveau volet de l'enquête de Jean-Marc Ilouz et Philippe Peter en Irlande du Nord. Sport et plus particulièrement football. Ce soir encore, c'est le coup de tête d'Éric Cantona qui alimente la chronique. Le terme n'est pas trop fort. Je vous rappelle que samedi soir, au terme du match de championnat Strasbourg-Marseille, la vedette de l'OM s'en était prise ouvertement au sélectionneur de l'équipe de France, Henri Michel, en dénonçant, je cite, son incompétence notoire. Il était même allé un peu plus loin. Certes, ce n'est pas le premier écart de langage du footballeur, mais cette fois-ci, M. Cantona était tout de même allé un peu loin. Alors, conscient de ces écarts de langage, la star a mis quelques bémols aujourd'hui, mais les propos d'hier sont encore gravés dans les mémoires. Écoutez. Vous pensez que Henri Michel ne va pas rester longtemps à la tête de l'équipe de France? Moi, je le souhaite. Hein. Je le souhaite surtout pour les joueurs, quoi. Je souhaite que les joueurs aient de grands résultats. Mais je souhaite qu'un jour, on s'aperçoive qu'Henri Michel
est l'un des plus incompétents sélectionneurs du football mondial. Je lisais un truc de Mickey Rourke, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Voilà, autre réaction intéressante, celle d'Henri Michel. Henri Michel, concerné, dont les oreilles ont dû siffler ce week-end. L'entraîneur national prend l'affaire avec beaucoup de philosophie, Olivier Ray. Oui, Henri Michel a essayé de calmer le jeu. Il est vrai que c'est une année décisive pour le football français, puisque dans 5 semaines, le 28 septembre à Paris, l'équipe de France rencontrera la Norvège, un match qui compte pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en 90 en Italie. Alors écoutez Henri Michel qui essaye d'apaiser un peu la situation. Eric a pris une attitude aujourd'hui. Il m'avait dit qu'il était capable, c'est vrai, il fallait faire attention, étant nerveux, coléreux, qu'il était capable aussi de revenir peu de temps après sur ce qu'il avait dit. Il y a mon attitude, j'essaye de préserver, j'essaye de comprendre, de faire comprendre. Et puis il y a aussi maintenant le pouvoir fédéral qui lui a un moyen d'intervention et ça peut déboucher sur des sanctions parce que il y a eu des choses très graves de prononcer. Vous avez des informations sur ces éventuelles sanctions déjà? Bien, les sanctions, non, ça appartient au président, que ce soit le président de la fédération, le président de la Ligue, et il faut être calme, serein et voir ce que nous pouvons faire le mieux possible. Monsieur Fournet-Fayard, bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération française de football. Est-ce que vous avez eu Cantona au téléphone? Non, non, pas du tout. Non. Alors les sanctions dont parlait Henri Michel, il en sera question demain, je crois, non? Oui, je pense qu'on a suffisamment, à travers médias interposés, dialogué sur les déclarations d'Éric Cantona. Il est temps maintenant qu'on entende le fautif. Et puis qu'on mesure, en fonction de ce qu'il nous confirmera, qu'on mesure un petit peu ce que l'avenir peut être. Monsieur Fournet-Fayard, on attendait son interview, là, on ne l'a pas eu, mais il a temporisé un petit peu ses propos. Est-ce que ça va vous inciter à un peu plus de clémence demain? Je pense que c'est un bon point pour Eric d'avoir tempéré ses propos, mais vous savez, il y a quand même des choses pratiquement irrémédiables qui ont été commises. Et dans ces déclarations, il y a quand même une chose qui a subsisté, c'est finalement son maintien, le maintien de sa position de dire qu'il ne reviendrait pas en sélection aussi longtemps qu'Henri Michel en serait le sélectionneur. Ceci étant, je profite de l'occasion pour rappeler que ce n'est pas aux joueurs de décider de sa sélection ou du refus de sa sélection. Nous avons des dispositions qui nous permettent à Henri Michel de convoquer tout joueur licencié à la Fédération française de football, et Henri Michel décide de qui il veut utiliser ou pas. N'avez-vous pas l'impression, Président, que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'affaires dans le football? Il y a eu l'affaire Fernandez, aujourd'hui Cantona, plusieurs joueurs ont interrompu prématurément leur carrière en équipe de France. On a l'impression que les joueurs n'ont plus envie de jouer en équipe de France, qui ne leur rapporte pas grand-chose financièrement. Je peux vous dire que vous vous trompez dans votre impression et que les joueurs n'ont qu'un souci, c'est d'être internationaux. Je rappellerai simplement que si Eric Cantona a fait un des transferts les plus importants de l'année, c'est parce qu'il a brillé en équipe de France et qu'il a brillé en sélection nationale avec les espoirs. Et les joueurs sont tout à fait conscients de l'importance d'une sélection en équipe de France pour le futur de leur carrière. Monsieur Fournet-Fayard, je ne suis pas un spécialiste, mais permettez-moi devant les téléspectateurs de me faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Cantona, ma foi, il dit tout haut ce que certains pensent tout bas depuis quelque temps? Que tout le monde a le droit de s'exprimer dans ce pays, mais à mon avis, un international n'a pas le droit de le faire. Il est soumis à une attitude de réserve qui me paraît importante. Une équipe, encore plus quand on est dans certaines difficultés comme celles que nous traversons actuellement au niveau du groupe, équipe de France, eh bien, on doit être solidaire, non seulement sur le terrain, mais dans la vie en général. Et c'est un grand sujet d'inquiétude, à part la faute qui a été commise et que nous aurons bientôt à juger, il y a aussi le futur. Le grand problème que pourrait se poser Henri Michel actuellement, c'est de dire est-ce que Eric Cantona est un garçon qui sera fiable pour le futur? Est-ce que la situation que nous avons connue ce soir, malgré les dispositions dont il fait état aujourd'hui, est-ce que cela ne se reproduira pas à la veille d'un match capital, par exemple? Vous voyez un petit peu les conséquences. Dernière question. Un international est quelqu'un qui doit être fier de porter son maillot, se battre pour le défendre, et qui doit encore une fois être professionnel, d'un terme très général, jusqu'au bout. Merci. Dernière question concrète. Oui, Président, en rugby, on est très dur avec les joueurs qui s'écartent du droit chemin. Est-ce qu'on peut envisager que Cantona soit suspendu dans le championnat pour jouer avec Marseille? En 3 mots, Monsieur le Président. La Fédération a tout pouvoir décisionnel dans ce domaine-là. La discipline lui appartient en propre.
Mais le rugby est le rugby et le football est le football. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct de Lyon et bonsoir. En voile, c'est parti depuis hier soir pour la deuxième Transat Québec-Saint-Malo. Aux dernières nouvelles, c'est le favori Jet Service, barré par Serge Madec, qui est en tête. Le point avec Claude Aymar. Il y avait très peu de vent, alors ils ont tissé toutes leurs voiles. Ils, ce sont les équipiers de Serge Madec, skipper de Jet Service, le grand favori de cette Transat Québec-Saint-Malo. La course a démarré hier à 19h30, heure française, dans la baie du Saint-Laurent, à Québec. C'est Pierre Follenfant et son Charente-Maritime qui ont pris le meilleur départ avant de laisser la place, logiquement, à Jet Service. Actuellement, le vent est de 7 à 8 nœuds et les positions sont les suivantes. Premier Jet Service avec 50 000, environ 90 km d'avance, sur un groupe comprenant Elf Aquitaine de Jean Morel, Fujicolor de Mike Birch, Sab Turbo de François Boucher, groupe Pierre Ier de Florence Artaud et Laiterie Mont-Saint-Michel d'Olivier Moussy. Le premier monocoque étant Écureuil d'Aquitaine de Titouan Lamazou. Durée prévue de cette traversée, environ 12 jours. Quasiment, plutôt vraiment la fin du suspense à Londres. Tous les spécialistes se sont trompés. La princesse d'York, née, vous le savez, il y a quelques jours, ne se prénommera pas Victoria, ni Charlotte, ni Annabelle. Finalement, c'est Béatrice qui a rallié les suffrages. Béatrice, un prénom qui rend hommage à la famille royale d'Espagne. C'est le spécialiste du wouzou de l'aristocratie britannique qui l'affirme. À Londres, le commentaire attendri de Philippe Arroir. Elle s'appelle donc Béatrice Elisabeth Marie et porte le titre de Son Altesse Royale, la princesse Béatrice d'York. Le mystère est levé, la 5e petite fille de la reine a un nom peu usité dans la famille royale. La dernière princesse à s'appeler Béatrice fut une fille de la reine Victoria. C'était il y a 100 ans et son arrière-petit-fils est l'actuel roi d'Espagne. Les Anglais doivent être surpris. Si l'on en croit le bookmaker William Hill, pas un parieur ne s'est prononcé pour Béatrice, qui était offert à 100 contre 1. Pour ceux qui ont des lettres, Béatrice est aussi le nom de l'héroïne d'une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Beaucoup de bruit pour rien » et ce n'est pas un jeu de mots. Voilà, après le journal, n'oubliez pas la météo avec Laurent Cabrol, aux alentours de minuit, dernier journal avec Aubry Edler. Demain, 6h45, Télématin, 7h45, les 4 vérités. Gérard Morin recevra Alexandre Smolar, spécialiste de la Pologne au CNRS. 13h, Hervé Claude pour l'édition de la mi-journée. Je vous retrouve demain à 20h. Merci de votre fidélité et bonsoir.